8h36, c'était Patrice Michaud qu'on vient d'entendre et Georges Goma est avec nous ce matin. Bonjour Georges. Bonjour Caroline. On va poursuivre notre chronique. On avait commencé à parler de février, du mois de l'histoire des Noirs. On avait parlé des États-Unis parce que c'est peut-être le foyer là, de la naissance de ce mois-là. Mais au Canada aussi, on a une histoire très riche, il faut bien le mentionner. Il y a une histoire très riche. Déjà, on connaît très bien la triangulation forte entre le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Donc nécessairement ce qui s'est passé aux États-Unis a eu des influences sur le Canada, quoique à une mesure moindre que ce qui s'est passé aux États-Unis, mais toute la référence, toute l'inspiration vient des États-Unis. Alors, les Noirs au Canada, l'histoire des Noirs au Canada est aussi belle, et aussi dense. Parce que les Noirs... Et pourtant, on la connaît mal, j'ai envie de dire. J'ai pas étudié ça beaucoup, moi, dans mes livres d'histoire à l'école. Puisque tu en parles, je vais te dire ceci, Caroline. Regarde cet ouvrage, The Transatlantic Slave Trade and Slavery. Cet ouvrage a été publié par l'UNESCO. Et c'était à la suite d'un colloque que nous avons eu à l'université de York, à Toronto, qu'on a écrit ce livre-là sur les nouvelles directions pour apprendre l'esclavage et la traite des nègres dans nos universités, dans nos écoles. Donc, nous avons notre article là-dedans aussi, et de ce que nous allons parler aujourd'hui aussi, nous avons des collègues qui étaient à ce workshop et qui ont écrit des choses extraordinaires. Est-ce que c'est un livre là qui est quelque part est-ce qu'il y a moyen d'y avoir accès? Bien sûr que oui, bien sûr, il y a moyen d'y avoir accès. Je peux même te prêter le mien pour que tu vois le contenu. Là, par exemple, Teaching and Learning the Underground Railroad in Canada Schools. Tu vois un peu, ça c'est très intéressant. Et de ce chemin de fer clandestin, on va en parler parce que c'est un aspect important de cette histoire des Noirs au Canada. Alors, ce que nous pouvons dire déjà, une fois de plus, des références temporelles. Ouais. Les années. Et l'année, c'est 1605. 1605, c'est Samuel de Champlain. Et Samuel de Champlain, c'est un Noir à côté de lui, qui travaille avec lui, et qui s'appelle Mathieu d'Acosta. Est-ce que c'était pas un esclave, là? Tu parles de travailler, mais à ce moment-là... Il n'était pas... Bon, certaines références, on parle d'esclaves, mais d'autres références, on parle d'hommes libres. Ouais. Mais toujours... Quoi qu'il en soit, c'est un homme cultivé, parce qu'il était traducteur, très cultivé. Un linguiste, de toutes les façons. Ouais. Et on trouve ces traces aussi bien en France, en Hollande, en Grande-Bretagne, et puis en Afrique, au Portugal. Vous voyez? Et cela n'est pas étonnant, puisqu'on a démontré d'ailleurs que le Portugal, les puissances ibériques à l'époque qui découvraient le reste du monde, avec une flotte maritime très très puissante, c'est eux qui commençaient les contacts avec les autres. Il y a le commerce qui était au centre, donc ils commerçaient avec les peuples qu'ils trouvaient. Et parmi ceux-là, d'Acosta était là. Vous voyez, d'Acosta était là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été vraiment utilisé pour ses talents, d'interprète, de traducteur et tout cela. Et c'est très important pour le souligner. Donc évidemment, en 505, il est à côté de Samuel de Champlain et qui favorise, vous savez, les Micmacs à l'époque, aussi les Montagnais. Vous voyez ces tribus-là. Et les Hurons, tout ce monde-là. Et d'Acosta avait une facilité d'accès à ces gens-là, ce qui a beaucoup favorisé, n'est-ce pas, les contacts avec les Français. Vous voyez? C'est un négociateur interculturel. Un négociateur traditionnel. Il avait tout ça. Et figure-toi que la trace réelle, inscrite dans des documents qu'on a retrouvés en Hollande, c'est la signature d'un contrat. Il signe un contrat dans son métier de traducteur. Et on dit que ce contrat était un contrat juteux. Un contrat juteux qui lui donnait beaucoup d'argent. Et c'est à travers ce contrat-là, d'ailleurs, et qu'on lui a mis à la disposition de Samuel de Champlain à cause de ces talents-là.
Donc, voilà le premier noir qui met les pieds, n'est-ce pas, au Canada, en Nouvelle-Écosse aussi, il faut bien le préciser aussi, qui met les pieds au Canada. En Nouvelle-Écosse, d'accord. Voilà, absolument. Et ensuite, il y a encore 1628. Un petit bond dans le temps. Un petit bond dans le temps. Et là, c'est un petit enfant de 6 ans. C'est un petit enfant de 6 ans qui est le premier esclave alors, au Canada. Parce que là, finalement, si on souligne ce point-là, ce qui veut dire que D'Acosta n'était pas esclave, il était un homme libre. En plus, avec tous ces talents qu'il avait, avec les services qu'il rendait, on pouvait pas rendre service tout en restant dans la condition d'esclave. Ça n'est pas possible. S'il était payé, donc par définition, il n'était pas esclave. Il avait n'était un pas contrat esclave. de travail. Absolument. Ouais. Et il y a aussi une référence qu'on le trouve en France en tant que prisonnier cette fois-ci. En tant que prisonnier. Ça, c'est vraiment... L'autre histoire de D'Acosta est certainement mythique aussi, il faut le dire. Parce que on n'a toujours pas les références concrètes pour démontrer, évidemment, ce qu'on dit de lui. Vous voyez? C'est un personnage, finalement, là. Hollywood pourrait s'emparer de cette histoire-là. Je crois que oui. C'est un bon je crois sujet que de oui. cinéma. C'est un bon... Mais par contre, la présence en Hollande avec la signature du contrat, c'est documenté. La présence en France aussi avec l'emprisonnement aussi c'est documenté. Alors pourquoi la prison? Mais pourquoi la prison? Il y a un petit flou historique ici. Oui, il y a un petit flou historique, mais les documents qui sont restés, la prison, c'est parce que on dit que c'est une personne qui avait le verbe. Il parlait tellement bien et il était arrogant. Il était aussi arrogant. Et certains disent que c'est cette arrogance. Mais écoutez, en pleine France, ces années-là, un noir qui vient se faire arrogant de cette manière-là, il y avait quelque chose. Donc, on l'a retrouvé en prison de toutes les façons. Bon. On verra. On verra. De toutes les façons, c'est ça. Il y a toujours. Alors, on revient sur l'autre histoire. Oui, le petit garçon. Le petit garçon. Alors, le petit garçon était un esclave, en fait, dont Sir David Kirk était le propriétaire. Il était le propriétaire. L'enfant, on mentionne que l'enfant fut vendu à plusieurs reprises pour en fait être acheté par le père Paul le Jeune. Le père Paul le Jeune. Alors c'est le père Paul le Jeune qui a baptisé l'enfant selon la tradition catholique et cet enfant est devenu Olivier le Jeune. Un petit nom très à la mode aujourd'hui. Très à la mode. Voilà, Olivier, donc le Jeune. Voilà le premier noir esclave au Canada. Alors, en mars 1685, il y a le Code noir. Vous savez, le Code noir. L'histoire du Code noir, c'est surtout les États-Unis. L'histoire du Code noir, en fait, c'est un texte juridique qui avait toutes les lois, comment, évidemment, manager les esclaves. Donc, c'est un traité sur la gestion de l'esclavage, absolument. Et les codes noirs, surtout aux États-Unis, en fait, chaque État avait son code, avait une réglementation sur les noirs. Et ce code noir-là est effrayant. Il est effrayant. J'allais dire, est-ce que c'était une façon un peu de protéger les droits des Noirs, même s'ils étaient esclaves? Non, c'était pas beaucoup plus Non, c'est plus l'inverse. C'est plus l'inverse. Les restrictions qu'on mettait autour des Noirs, les fugitifs, par exemple, qui étaient soumis à des sanctions très très graves, on coupait les pieds, par exemple. Allons voir un peu Alex Haley avec son fameux film Le Roots, Racine, et pour comprendre un peu ce que c'était à cette époque-là, comment on pouvait vendre les Noirs et comment, en fait, l'idée même de la famille, il fallait briser l'idée de la famille auprès des Noirs parce que si on le laisse cristalliser cette idée de la famille, bien le jour où on vendra un enfant, où on vendra le monsieur, alors ça sera un déchirement énorme. Vous voyez? Ouais. Donc c'était beaucoup plus cela. Alors, ce code noir-là, pour le Canada, c'est Louis XIV. Louis XIV qui permettait l'esclavage au Canada à des fins économiques seulement. Donc le code noir, officiellement, était limité aux Antilles, pour l'histoire de la France, bien sûr, officiellement limité aux Antilles, et bien qu'il ne fût jamais entériné dans la Nouvelle-France, mais il était quand même utilisé dans le cadre du code coutumier. Du code coutumier, voilà. Donc le code noir, réglementaire, juridique, sanctionné institutionnellement,
Et comme c'était pas entériné, on l'utilisait quand même dans le cadre du code coutumier. Voyez? Mais par contre, le 1er mai 1789, Louis XIV toujours approuve de façon limitée l'esclavage en Nouvelle-France. Voilà à peu près et c'est là que c'est devenu, disons, un peu plus officiel et qu'il y a eu un commerce. Est-ce qu'il y a eu un commerce important ici? Mais important, c'est trop le dire. On peut pas dire important maintenant. Pas comme aux États-Unis. Pas comme aux États-Unis. Et c'est là où ça va être intéressant pour comprendre maintenant que la guerre des Américains contre les Britanniques, c'était un moment très important pour les Noirs esclaves aux États-Unis parce que, évidemment, le Canada représentait un espace de liberté. Ouais. Parce que le sud des États-Unis et toute la côte est, vous voyez un peu stratégiquement, géostratégiquement, j'allais dire, le sud et la côte est, c'est proche de la Grande-Bretagne, proche de la France, proche des puissances ibériques et proche de l'Afrique. Donc, tout le trafic de commerce triangulaire se faisait dans cette zone-là. Donc, c'est cette zone-là qui était bien travaillée pour magnifier ce commerce-là. La côte ouest, par exemple, c'était un peu trop loin. Ouais, et à l'époque aussi, il n'y avait pas des routes pour aller vers là-bas. Et le nord aussi n'était pas bien exploité pour des raisons esclavagistes, vous voyez. Donc finalement, la stratégie pour les Noirs aux États-Unis, c'était d'aller vers le nord, trouver la liberté, et vers aussi l'ouest pour trouver cette liberté-là. Alors, le départ des loyalistes noirs, voilà les loyalistes noirs. Le départ de ces loyalistes noirs-là, c'est aussi la guerre entre les Américains et les Britanniques. Là encore, il y a une triangulation. Les Américains et les Britanniques et le Canada qui est là. Donc, ces loyalistes noirs-là qui fuient vers le nord et puis qui se battent avec les Canadiens pour le compte de la Grande-Bretagne. Parce que la stratégie pour ces Noirs-là aussi, c'était évidemment que les États-Unis ne gagnent pas, qu'on ne les reprenne pas. Parce que si on les reprenait, ils repartaient vers l'esclavage. Ah oui, voilà, c'est ça. Beaucoup d'enjeux politiques. Il y avait beaucoup d'enjeux politiques et aussi, il faut savoir que quand les Britanniques ont fini par perdre la guerre contre les Américains, l'armée britannique a évacué près de 2500 loyalistes noirs vers la Nouvelle-Écosse. Ça, c'est un point très, très, très important. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand ces loyalistes noirs, donc, qui faisaient allégeance à la couronne, quand ces loyalistes arrivent en Nouvelle-Écosse, au Canada, avec toutes les promesses qui leur ont été faites, rien ne leur a été donné. Rien ne leur a été donné. C'est pourquoi, en 1791, la couronne propose un départ volontaire de ces Noirs vers le Libéria. On avait dit la dernière fois qu'on est allé créer le Libéria en Afrique pour les Noirs qui voulaient partir du continent américain. Voilà. Ouais. Et puis, l'autre chose, c'est de dire que finalement, il y a eu l'abolition de l'esclavage au Canada aussi qui est intervenue le 1er août 1834. Voilà la proclamation de la fin de dans toutes les colonies britanniques d'ailleurs. Maintenant, rapidement, la chose qui est aussi importante à signaler ici, c'est quand même le fameux Underground Railroad. Attends, le chemin de fer underground. Mais le chemin de fer c'est quand clandestin. même pas le métro. Non. Ça c'est intéressant que tu dises ça. On va essayer de mettre des lumières là-dessus. C'est le chemin de fer clandestin. Alors, ça n'est pas un tracé de chemin de fer en tant que tel, comme on le voit, mais c'était un code. Le chemin de fer clandestin désignait un ensemble d'itinéraires, un ensemble de lieux clandestins à partir desquels se faisait l'évasion des fugitifs noirs. Alors, ça c'est très intéressant. On est presque dans un film de James Bond. On est presque dans un film de James Bond, mais c'était ça la réalité. Parce que ces endroits-là étaient tenus secrets. Il y avait surtout l'usage des codes. Et cela s'est passé de 1840 à 1860. Ce qui est intéressant, c'est que, quand même, ces codes-là, pour préserver les itinéraires secrets, il y avait la ville de Détroit. La ville de Détroit aux États-Unis, c'est d'où ils partaient, ces fugitifs. Et vous savez comment on appelait la ville de Détroit? La ville de Détroit aux États-Unis était désignée sous le nom de Minuit. Ah, Minuit. Parce qu'on partait la nuit. On parlait la nuit. Absolument. Exactement. Voilà. On voyageait de nuit. Absolument. Et ceux qui voyageaient, c'est-à-dire les fugitifs, étaient appelés les cargaisons.
Moi, vous parlez de ça, puis je vois les images et je sens toute la tension Ben que voilà, ces tout à fait. gens-là devaient Absolument. vivre. Ah oui, c'était la tension, il fallait regarder. C'était la nuit qui était la bonne période pour s'évader. Donc les voyageurs, les fugitifs étaient soit des cargaisons, soit des voyageurs. Alors, la rivière de Détroit, la rivière de Détroit était appelée, on va terminer rapidement, je vois que le temps passe rapidement. Alors, mais on aura l'occasion d'y revenir parce que oui. tout ce segment-là de l'histoire est fascinant. C'est fascinant. Et puis donc, la rivière Détroit était appelée le Jourdain. Le Jourdain, c'est la référence à la Bible. Ben oui. C'est le chemin pour aller vers la terre promise. Et puis aussi, la fin du parcours, quand on arrive au Canada finalement, c'était appelé l'aube. Donc on part à minuit et on arrive à l'aube. Toujours dans la nuit. Vous voyez? Donc ça, c'était très, très, très intéressant. Donc les gens pouvaient ainsi communiquer un peu, incognito, et savoir eux-mêmes de quoi ils partaient. Donc voilà un peu cette histoire qui est très, très fascinante. Si on avait du temps, vraiment, le chemin de fer clandestin, c'est vraiment formidable. Moi, je pense qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour s'en reparler. Pour s'en reparler. Et puis pour terminer, je vais dire un peu les points fondamentaux aussi en dehors de ce chemin de fer. Il faut connaître aussi, savoir aussi qu'il y a eu l'établissement de la colonie noire dans le canton d'Oro, tu vois, au Canada. Et puis aussi, il y a eu la guerre de 1892, on a évoqué un peu ça, ils ont pris part. Et puis il y avait l'arrivée des exodusters, le 2e bataillon de construction, la 2e guerre mondiale, le bataillon des Noirs. Alors, là, on a avancé dans voilà, un grand bond dans le temps, rapidement, et puis ben voilà. Donc, toujours dommage de pas aller trop en profondeur des choses, mais en tout cas, l'histoire des Noirs au Canada est une très 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 belle histoire, ok, qui dépend bien de la situation aux États-Unis, le départ vers le nord et ce que les Américains appellent the upheaval. The upheaval, c'est ce mouvement des Noirs qui fuient les États-Unis pour aller vers le nord, et d'autres qui sont arrivés dans le nord quand ils ont pensé atteindre la terre promise, sont sentis que ils n'étaient pas, ce qu'on leur avait promis n'était pas là, et d'autres ont dit, mais écoute, je repars au village. Et le village, pour eux, c'était reparti dans le sud des États-Unis, là où ils étaient nés, malgré l'esclavage. Ils avaient toute leur vie là-bas, et ils ont pensé que non, mais je repars, et certains ont fait le chemin inverse pour aller dans leur sud natal. Mais moi, je propose, Georges, comme je le disais, qu'on s'en reparle, parce que franchement, c'est fascinant et c'est digne des plus grands scénarios d'Hollywood. On a eu Racine, mais ça fait déjà longtemps. Et ça permet aux gens de comprendre quand même. Il y a le défi d'Acosta, là. On vous a parlé certainement du défi d'Acosta, qui est un concours qu'on donne aux élèves pour mieux s'imprégner de cette histoire des Noirs et mieux comprendre la portée de quand on parle de l'interculturalité, de la multiculturalité, qui sont des enjeux politiques centraux au jour d'aujourd'hui dans notre société. Georges Gaumont, merci beaucoup. Merci. Il y a Dominique qui est en studio avant de terminer l'émission.